Une petite équipe de chercheurs japonais vient de révéler une multitude de nouveaux glyphes de Nazca. Pour rappel, les lignes de Nazca sont d'immenses géoglyphes figurant des formes humaines, animales ou végétales, gravées dans la vaste plaine aride du sud du Pérou. La plupart furent créés par la civilisation Nazca il y a plus de 2 millénaires. Lors des premières recherches, les scientifiques avaient recensé des centaines de motifs variés. Certains consistaient en de simples lignes ou figures géométriques. Plusieurs étant si droites qu'on pourrait croire qu'elles furent tracées à la règle, tandis que d'autres représentèrent de grandes créatures. Les plus célèbres montrent un singe, une araignée et une figure humaine baptisée l'astronaute. Certains dessins atteignent près de 180 mètres, raison pour laquelle ils ne peuvent être pleinement appréciés qu'en altitude, tels d'immenses fresques au sol. Il existe même un petit aéroport près de la ville de Nazca, l'aéroport Maria Reich-Neumann, utilisé surtout pour permettre aux visiteurs de survoler les géoglyphes et d'en observer l'ensemble. Depuis un vol commercial ordinaire, on ne peut les distinguer, l'altitude étant trop élevée. Ce terminal propose donc de petits avions pour contempler ces œuvres. Il est fascinant de voir comment ces anciens artisans ont pu tracer ces glyphes avec une telle maîtrise. Ils ne disposaient ni de drones, ni d'avions, ni même d'outils élaborés. Cela remonte à plusieurs millénaires. Pourtant, ils mirent en œuvre des procédés simples et ingénieux. Ils retiraient d'abord la couche supérieure de pierres sombres et altérées pour révéler un sol plus clair. Cette argile claire ressort vivement sur le terrain foncé. En dégageant environ 30 à 40 cm de roche, ils produisaient des lignes nettes et contrastées. Le désert, très sec, ainsi que la composition de l'argile, limite l'action du vent et de la pluie, empêchant les tracés de disparaître. Voilà pourquoi ces œuvres demeurent visibles depuis des milliers d'années malgré les intempéries. Pour garantir la précision de leurs tracés, ils recourèrent probablement à des instruments rudimentaires de topographie, tels que des cordes et des piquets de bois, servant de guide. Ils plantaient les piquets afin de marquer les points clés le long des lignes, puis tendèrent des cordes entre eux pour maintenir des segments parfaitement droits ou dessiner des courbes régulières. Cette méthode rappelle les systèmes de grilles utilisés aujourd'hui par les architectes et évoque, dans une certaine mesure, les techniques qui ont permis la création des célèbres cercles de culture extraterrestres. Ils esquissaient sans doute de petites versions de leurs dessins au sol, puis s'en servaient comme modèle pour agrandir les figures jusqu'aux dimensions monumentales que nous observons aujourd'hui. Et récemment, 300 nouveaux glyphes ont été découverts en l'espace de 6 mois seulement. Autrefois, les scientifiques devaient analyser des images satellites, parcourir ou survoler d'immenses zones pour les étudier, ce qui rendait le travail extrêmement ardu. Désormais, l'IA est mise à contribution. Des drones ont survolé le désert, capturé de nombreux clichés sous divers angles et les ont transmis à un système de deep learning. Celui-ci examine une quantité considérable de données en quelques secondes et débusque des motifs qui pourraient échapper à l'œil humain. Les symboles mis au jour par l'IA se révèlent plus remarquables que ceux connus jusqu'alors. Ces glyphes, dits en relief, ne sont pas gigantesques. Plus petits et moins visibles, ils restaient pourtant à portée de vue. Alors que les grands tracés figurent surtout des animaux, ceux en relief représentent principalement des humains ou des animaux de compagnie. L'un montre un humanoïde d'environ 5 mètres, brandissant une massue de la main droite. Un autre esquisse un poisson, bouche grande ouverte comme en quête d'air, s'étendant sur près de 18 mètres de sol désertique. Et peut-être le plus saisissant de tous, un oiseau doté de 2 longues jambes, chacune atteignant 78 mètres. Les figures d'oiseaux sont particulièrement remarquables, car elles ont longtemps été mal interprétées. Désormais, grâce à l'analyse ornithologique, les chercheurs ont pu reclasser ces créatures, découvrant que certaines provenaient de régions très éloignées. L'un des glyphes paraissait jadis représenter un simple colibri, mais un examen détaillé, comparant becs, plumes et silhouettes, a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un colibri ordinaire. C'était un ermite, un sous-groupe de colibris, vivant dans des zones boisées, éloignées du désert, reconnaissable à ses plumes caudales particulières et à son bec long et effilé. Une autre découverte marquante concerne un dessin autrefois identifié comme un oiseau sans plus de précision. On sait désormais qu'il s'agissait d'un pélican, une espèce côtière présente sur le littoral péruvien, bien loin du désert. Avec ses larges ailes et son bec puissant, le pélican évoque généralement la mer et l'abondance de nourriture. Peut-être cet animal avait-il une valeur sacrée pour les Nazca. Mais alors,
Comment ce peuple connaissait-il ces oiseaux provenant des rivages ou des jungles humides du nord? Et pourquoi choisir de graver, au cœur des sables arides du sud, l'image d'une créature appartenant à un milieu si différent? Il semble que les lignes de Nazca cachent une histoire bien plus complexe que ce que l'on supposait auparavant. Une question taraude les archéologues depuis des décennies. Que signifient ces glyphes? Eh bien, les chercheurs japonais avancent une piste. Pour comprendre ces symboles autrefois, il fallait littéralement suivre d'anciens sentiers, discerner des formes estompées sous ses pas. Comme si le peuple Nazca avait conçu ces figures pour être découvertes à pied, vécues comme un véritable voyage. Et puisque leur vision d'ensemble n'est possible que depuis le ciel, l'hypothèse d'un pèlerinage sacré se renforce. Peut-être que seuls les dieux d'en haut pouvaient en saisir l'image complète, tandis que les humains en étaient réduits à marcher pour accéder à son sens. Les lignes s'étendent sur environ 390 km² de la pampa de Nazca. Il est donc probable qu'elles aient appartenu à un parcours spirituel menant à Cahuachi, un centre cérémoniel encore visible au loin aujourd'hui. Ce lieu occupait une place essentielle au sein de la civilisation Nazca, véritable cœur de leur culture. Il a très probablement servi de site religieux et de pèlerinage durant les premiers siècles de notre ère, lorsque la société Nazca connaissait son apogée. Contrairement aux autres cités anciennes animées par la vie quotidienne, Cahuachi possédait un caractère singulier. Personne n'y résidait en permanence. On s'y rendait depuis diverses régions pour des cérémonies importantes en quête de liens, de sens et de spiritualité. Le site se composait de vastes plateformes en adobe et de grandes places où la population se rassemblait pour accomplir rites et offrandes. Son bâtiment principal, le grand temple, était une imposante pyramide à degrés. L'abondance d'objets retrouvés, étoffes, poteries, têtes trophées, témoignent de pratiques rituelles et sacrificielles. Comme Cahuachi se situe non loin des lignes de Nazca, un lien étroit paraît évident. Ces tracés pourraient avoir servi de voies de pèlerinage ou de symboles associés aux cérémonies. Il subsiste encore quantité de mystères. Même si ces tracés représentaient des pistes ou des signes, quel message exact le peuple Nazca cherchait-il à transmettre? Ces œuvres pourraient raconter d'étonnantes histoires, indiquer des lieux majeurs ou former une carte spirituelle pour guider ceux qui leur succéderaient. Leur signification pourrait également varier selon l'agencement et les motifs utilisés. À ce jour, plus de 700 glyphes ont été identifiés. Et pourtant, ce n'est qu'un commencement qui illustre le potentiel de l'intelligence artificielle à transformer l'archéologie, comme le montre par exemple une compétition nommée le défi du Vésuve. L'objectif consiste à aider au déchiffrement de rouleaux romains antiques provenant d'Herculanum, carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Ces manuscrits sont si fragiles qu'on ne peut même pas les toucher, ce qui a rendu leur étude extrêmement ardue durant des siècles. La méthode novatrice d'IA repose sur un dépliage virtuel. Elle explore l'intérieur des rouleaux sans les altérer et parvient à repérer des encres à base de carbone, invisibles à l'œil nu depuis longtemps. Des avancées notables sont déjà obtenues. Un étudiant de 21 ans a révélé un premier mot, porphyras, qui signifie pourpre en grec ancien. Le concours promet d'importantes récompenses pour les futures découvertes, atteignant des centaines de milliers de dollars. La tâche reste immense pour les scientifiques, mais ils restent déterminés à percer l'ensemble de ces secrets. Les gens de l'âge de pierre étaient crans les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux. Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans. Et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans.
Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7 000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire. Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient dis-moi que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion.
et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout. Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant.